Bonjour à tous, dans une vidéo que je voulais faire depuis un long moment, je vais enfin pouvoir faire un bilan d'une année précédente en termes de cinéma. Parce que beaucoup de youtubeurs spécialisés en cinéma, bien entendu, ils font toujours leur top 10 des meilleurs films de l'année 2017, 2018, 2019. Et moi, je voulais bien participer, mais le seul truc c'est que, soit j'étais trop occupé avec mes autres vidéos qui me demandent énormément de temps, ce qui n'a pas trop changé là maintenant, mais bon. Et deux, parce que, je faisais pas toujours des listes très intéressantes, on va dire, parce que voilà, je croule pas sous l'or, donc du coup je n'ai pas toujours l'occasion d'aller au cinéma et je n'ai pas toujours le temps de voir les quelques films que je récupère sur Netflix, sur téléchargement ou les trucs comme ça, quoi. Ce qui fait que je loupais beaucoup de films et que du coup, mes listes forcément étaient très longues, hein. Je veux dire, il y a certaines années, les flops, ils seraient très intéressants, hein. Mais cette année, au niveau financier, je me débrouille très bien, voilà, j'ai réussi à me stabiliser, au point que j'en ai profité pour me prendre une carte IGC illimitée, donc du coup, je vois beaucoup plus de films. Et du coup, là, j'ai pu remplir ma liste, autant pour le top 10 de l'année 2019 que pour le flop de l'année 2019. Donc là, maintenant, on va faire mon top 10 personnel de 2019. Parce que oui, le truc des listes top 10, c'est que je pense que faire une liste objective des meilleurs films de l'année, c'est mort. C'est impossible. Déjà parce que faut voir tous les films qui sont sortis dans l'année, partout dans le monde, ce qui est un petit peu physiquement impossible. Je veux dire, déjà, y avoir accès, mais aussi prendre le temps de voir tout qui sort dans l'année, c'est mort. Je précise ça parce qu'il y aura sûrement des films que vous direz, ah mais non, il est pas aussi bien que ça ce film, pourquoi tu l'as mis au-dessus de tel film qui est bien meilleur? C'est parce que pour cette liste, j'assume totalement le fait qu'on va faire un truc subjectif, donc c'est entièrement basé sur mes goûts. J'essaye d'être le plus objectif possible quand je juge un film en lui-même, mais là pour le coup, je vais me permettre de faire du subjectif. Aussi, en plus des tops de l'année et des flops de l'année, j'en ai profité pour faire des petites listes de films parce que je sens venir que certains vont me poser la question, pourquoi t'as pas mis tel film dans le top? Pourquoi t'as pas mis tel film dans le flop? Donc du coup j'ai fait une petite liste de films que j'ai pas vus. Autant des films considérés comme de grosses daubes que d'excellents films, au cas où quelqu'un va me poser la question pourquoi t'as pas mis tel film. En bon film par exemple il y a Le Chant du Loup, voilà, qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé quel était mon avis parce que enfin un film français ambitieux et cool, totalement cool que le cinéma français se bouge un petit peu le cul pour faire des films de guerre sous-marin. Le problème c'est que j'aime pas les films de guerre et j'aime encore moins les films de sous-marin. Du coup, je suis pas allé le voir celui-là, c'était pas dans mes priorités malheureusement, désolé. Dragon 3, j'aurais bien aimé voir celui-là, mais j'ai toujours pas pris le temps de voir le 2, donc on va éviter de sauter les étapes. Donc, désolé les gens, les fans de Dragon. Black Christmas, considéré comme l'une des pires daubes de l'année, ce qui, c'est pas étonnant vu que c'est le deuxième remake d'un classique du cinéma d'horreur, ce qui marche rarement, n'est-ce pas Grudge? Mais aussi, il y en a beaucoup qui se donnent à cœur joie parce qu'apparemment ils ont voulu faire un film un petit peu à la MeToo, avec une thématique féministe pour pouvoir se plaindre. Oh là là, les féministes, ils ont encore gâché un film, alors que, je suis désolé, mais Black Christmas, déjà l'original, c'était féministe. Je veux dire, le premier Black Christmas, ça parlait d'une nana qui voulait avorter et qu'elle se retrouve dans la merde parce qu'il y a son copain qui est contre, donc du coup, il y a beaucoup de suspensions, voilà, c'est plus ou moins déjà féministe, le Black Christmas. En fait, beaucoup de films d'horreur sont féministes quand ils pensent. Après, si ça se trouve, il est pas si mal que ça et il se fait défoncer juste parce qu'il a floppé et parce que thématique féministe, donc forcément c'est nul, mais si ça se trouve, il est très bien comme film, mais voilà, je l'ai pas vu, si ça se trouve, c'est très mauvais, mais voilà. After. J'ai déjà pas fini 50 nuances degrés. Tu crois vraiment que je vais perdre du temps avec un autre plagiat de cette daube? Le seul truc qui me fait marrer à propos d'After, c'est que dans la formule un petit peu à la Twilight, c'est romance avec un vampire qui est sombre, etc. 50 nuances degrés, c'était romance avec un mec riche qui est sombre, etc. Là, c'est une romance juste avec un connard, voilà, même pas le truc spécial ou quoi, non, c'est direct un FDP, voilà, débrouille-toi avec ça, meuf. Donc du coup, on a notre épisode de Esprit criminel, là, qu'on disait que 50 nuances degrés, si le mec était pas riche, ce serait un épisode d'Esprit criminel, du coup, là, c'est l'esprit des criminels, du coup. Dora l'exploratrice, parce que, putain, pourquoi tu perdrais ton temps, même pour rigoler, avec Dora l'exploratrice? Je veux dire, ça a même pas l'air d'être un nanar rigolo, quoi, ça a juste l'air d'être un téléfilm Disney Channel chiant. Le mystère des manchots, que je l'ai pas vu parce que niveau distribution c'était pas terrible du tout, et même avec ma carte UGC illimitée, je suis passé à côté, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il a l'air très bien comme film, voilà, il a l'air très bien animé, et Herbit il est à fond dans le, je sais plus c'est qui réalise, mais Herbit il est très enthousiaste par rapport à ce film, mais voilà quoi. Le remake d'Aladin, enfin j'ai vu des parties du remake d'Aladin qui est sorti cette année, et ouais, ça a pas l'air ouf. La chanson qu'ils ont rajoutée, elle est sympa, mais j'ai l'impression qu'elle est pas utile au scénario. Corrigez-moi si je me trompe. Et puis de toute façon, le remake Disney, ça y est,
je fais même plus attention quoi. Roi Lion, voilà, je l'ai fait juste pour l'exploit d'avoir fait le film le plus inutile de l'histoire de l'humanité, mais le reste, voilà quoi. D'ailleurs, en autre remake, Dumbo, alors, je voulais pas le voir, je me disais à un moment, peut-être qu'il va falloir que je cède et que je le regarde, puis j'ai vu la critique de Lindsay Ellis sur Dumbo, elle m'a montré l'extrait qui m'a achevé de plus jamais vouloir voir ce film. C'est l'extrait où le présentateur de cirque, il fait « Let's get ready for Dumbo !» Et là, j'étais genre... Vous venez de faire cette blague de merde. Fuck you, Burtle. Fuck you, Disney. Dégage. John Wick 3, alors ça, c'est un petit peu le même problème que pour Dragon 3, sauf que là, j'ai même pas vu John Wick 1. Donc, peut-être que je ferai une vidéo un petit peu comme j'avais fait avec Fast and Furious, où je ferai un petit peu latéral. Playmobil, le film, parce que, putain, le cinéma français est suffisamment dans la merde comme ça. Je vais pas non plus soutenir en allant voir les films tout pourris qui se font dans l'animation française, quoi. Parce que tout le monde en parle de Playmobil, le film et tout, alors que des tas de films français beaucoup plus intéressants, ils rêveraient d'avoir la publicité de Playmobil, quoi. C'est triste, quoi. Franchement, rien que pour ça, je déteste Playmobil, le film. Rien que pour ça. J'ai même pas vu un seul extrait de ce truc. Déjà, un film Playmobil, voilà, quoi. Ça se voit, mec. Ça se voit que tu veux faire un Lego Movie, mais... Playmobil, c'est pas si bien que Lego, mec. Assume. J'accuse. Alors, j'irai voir le film en téléchargement gratuit ou quand le réalisateur sera en tôle. Mais sinon, non. Juste, non. Je refuse de donner de l'argent à un pédophile. Merci. Ça, chapitre 2, je sais que beaucoup me demandent mon avis parce que j'avais fait il y a bien longtemps un vlog sur ça, chapitre 1, voilà, avec Tim. Mais, voilà, finalement, je suis pas allé le voir, j'ai pas eu le temps, c'est même pas par rapport à l'argent ou quoi, c'est juste que ces temps-ci j'étais pas mal occupé et que... Voilà, ça, chapitre 2, surtout que c'est basé sur la partie la moins intéressante de l'histoire de ça, donc... Ça m'emballait pas, donc du coup je l'ai pas vu. Et un dernier pour la route, Cats. J'étais curieux de voir un petit peu l'étendue du désastre, mais finalement, le film se plante tellement qu'il est resté une semaine dans les cinémas du coin et du coup je l'ai complètement loupé parce que ce film flop. Ensuite, dernière petite liste avant de vraiment passer au top 10 de l'année. Catégorie bon mais pas si bien. Voilà, là je vais faire cette liste pour deux raisons. Un, pour calmer ceux qui vont me poser la question pourquoi t'as pas mis tel film dans la liste? Et pour vous conseiller des films que j'ai trouvé excellents, que je trouve n'ont pas eu assez de publicité, alors que voilà, c'est parmi les meilleurs qui sont sortis cette année, quoi. Déjà, Sorry to Bother You, alors, je vais pas essayer de vous expliquer de quoi ça parle, mais c'est tellement spécial que ça vaut le coup. Voilà, faites-moi confiance là-dessus, vous allez trouver ça très bizarre, mais ça a du sens, ça a du sens. Détective Pikachu, voilà, j'en avais fait une critique très positive avec Herbite Moderne, mais... Voilà quoi, je vais pas le mettre dans le top quoi. Il est bien Détective Pikachu, mais voilà quoi, top 10 de l'année quoi. Les Hirondelles de Kaboul, alors ça, film d'animation français que je vous conseille énormément, voilà, il est très bien mené, ça se fait un petit peu dans la mouvance des films lancés par Persepolis où ils ont commencé à commenter sur ce qui se passe au Moyen-Orient, et là c'est encore un très bon exemple de ce genre de film qui voilà, que ça raconte un petit peu tous les problèmes par rapport aux femmes, comment on les traite dans... Je crois que c'est l'Iran, ouais, c'est l'Iran post-révolution, quelque chose comme ça, voilà, je suis nul en histoire du Moyen-Orient malheureusement, donc... Voilà, mais franchement, très beau film, allez le voir. Avengers Endgame, alors oui, j'ai beaucoup aimé Avengers Endgame, voilà, il est très bien, je vais même dire, je félicite les mecs d'avoir assumé le fait de faire un film où il y a pratiquement pas d'action, il y a juste la bataille finale et encore, niveau scénario, tu peux réécrire le film sans la bataille finale, et se focaliser principalement sur le développement de personnage. Et ça, pour un gros blockbuster de Marvel, ça je respecte, ça, le fait de prendre le temps de faire ça, cool. Mais après, voilà, le mettre dans le top, non, faut pas abuser. Glass, alors oui, comme je suis un grand fan de Shyamalan, beaucoup se demandent si j'allais mettre ce film dans la liste. Il est très bien. Il est un peu moins bien que d'habitude de la part de Shyamalan, c'est tout. Creed 2, alors j'avais beaucoup aimé le premier Creed, et Creed 2 il est bien, voilà, honnêtement il est bien, mais pas aussi bien. C'est marrant parce que c'est un petit peu comme Rocky 2, voilà, il est bien, mais pas aussi bien que Rocky 1 ou d'autres épisodes, voilà. Moi je suis du genre à préférer Rocky 3 ou même 4, voilà, tu vois, je sais, ça paraît con de dire comme ça que je préfère Rocky 4 à Rocky 2, mais voilà, et du coup, Creed c'est pareil, il est bien, il est très bien mené,
pas aussi bien que je le pensais. Voilà. Les Misérables, le film préféré de Macron, apparemment, qui... Honnêtement, quand j'avais commencé à regarder le film, je me disais, putain, ça va être comme Police, ça va essayer d'être tellement sur le vif que ça va me saouler. Finalement, non, c'était plutôt bien mené, voilà, ça commençait un petit peu mal, mais ça, au fur et à mesure que le film avançait, ça s'améliorait, vraiment... Non, vraiment, il était bien mené, il y avait une bonne tension, il y a le message sociopolitique, il marche, voilà. Et surtout la fin, j'adore la façon dont il se... La fin est très frustrante, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vont détester la fin, mais moi je trouve ça brillant d'arrêter à ce moment-là. Genre, tu décides ce qui se passe après. Voilà, c'est juste toi qui décides si les mecs ils méritent Happy Ending ou pas. Voilà, je trouve ça brillant, j'adore ce genre de fin. Voilà. La Mule, voilà, film de Clint Eastwood, qui est un très grand réalisateur, on peut pas être d'accord avec sa partie politique. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que voilà, Eastwood c'est quand même un gros Trumpien, mais là, je trouve qu'il a fait un film sur la tolérance vraiment touchant, vraiment inspirant. Voilà, c'est étonnant. Comme quoi, c'est pas parce que tu soutiens Trump que tu es forcément le plus gros connard de l'univers, quoi. Hein. Le Mans 66, qui apparemment est nominé aux Oscars, et il est très bien, il est vraiment excellent, et je vais même dire, je le trouve intéressant par rapport à Best Mongol. Je trouve ça intéressant qu'il ait fait ce film sur ces artistes qui essayent de faire un vrai truc et qui essayent de négocier avec des producteurs, grosso modo, juste après qu'il ait fait Logan. Je trouve ça très intéressant, moi. Limite, il y a peut-être rajouté un petit peu d'autobiographie dedans, voilà. Je sais que c'est basé sur une histoire vraie, bien sûr, évidemment, mais voilà, je trouve que c'est intéressant dans cet angle-là aussi. Il y en a pas beaucoup qui regardent dans cet angle-là, j'ai l'impression. Mais après, voilà, dire que c'est le plus grand film de l'année, non, j'irai pas jusque-là. Mais un très bon film, franchement très bon. La Belle Époque, voilà, on n'a pas souvent des films français qui méritent d'être acclamés comme excellents, mais celui-là, franchement, je vous le conseille, c'est... Vraiment un très beau film, il y a certains points que je trouve un petit peu limite, comme par exemple, par rapport au personnage de Guillaume Canet, comment il finit, c'est pas satisfaisant du tout, disons, je vais pas vous spoiler, mais voilà, quoi. Mais sinon, voilà, c'est un beau film sur la nostalgie, sur comment renouer avec le passé sans pour autant y être enfermé, etc. Voilà, c'est plutôt bien mené, les acteurs sont bons. Et puis j'aime bien l'idée d'une espèce de troupe de théâtre qui recrée les souvenirs des personnes qui les payent. Voilà, ça, je trouve que c'est une très bonne idée, et justement, ils l'ont bien exploité, je trouve, voilà. Portrait de la jeune fille en feu, Coco Cinémaniac, et en effet, le film était très bon, pas ma cam. Non, si, un petit peu ma cam, il était très beau comme film, mais disons que pas assez ma cam pour être dans mon top. Désolé. Regardez-le, c'est la vie d'Adèle si c'était pas de la merde. Once Upon a Time in Hollywood, évidemment, Tarantino, il y en a beaucoup qui vont le mettre direct dans leur top, mais il est très bien encore une fois, et honnêtement, il a failli être dans le top, pour moi, hein, honnêtement, parce qu'il est vraiment très drôle, il est bien mené, il a un bon commentaire sur l'époque, sur comment les gens ils utilisent la violence des fictions pour justifier leur violence, etc. Et le côté catharsis qu'on retrouvait un petit peu dans Inglourious Basterds, genre, vous vous souvenez de la scène où il tue Hitler, bah, t'as un petit peu une suite spirituelle de ça dans celui-là. Mais voilà, j'ai beaucoup hésité par rapport à la 10e place et... Bah j'ai pris quelqu'un d'autre. Désolé Tarantino. Pourquoi je m'excuse? T'as essayé de planquer Weinstein? Non, va te faire foutre. Il a fait un très bon film, mais bon. Joker. Alors encore une fois, le côté culte autour de ce film m'inquiète parce qu'il y en a beaucoup qui... Voilà, il y en a encore un qui m'avait partagé sur Twitter un article disant « Eh, regarde, ce connard, il a dit du mal du Joker parce qu'il est nominé aux Oscars, mais genre... » Arrêtez d'utiliser pour approuver votre passion pour le Joker, quoi. Le film est très bien, d'accord, mais calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Après, nominé aux Oscars, je sais pas si j'irai jusque-là. Voilà. Ouais, il a matière à Oscar, mais tu vas voir qu'il va pas gagner. Voilà, il va pas gagner parce que les Oscars, c'est des gros snobs. Donc, le côté violent, le côté comic book... Ad Astra, film de SF intimiste qui est un genre que je trouve fascinant, voilà, que je me souviens par exemple du remake de... comment c'était déjà, Solaris, avec Georges Clooney. Je sais pas si l'original est comme ça, mais j'avais bien aimé le travail de l'image, le côté intimiste, malgré le fait que ils sont dans un truc de SF. C'est un petit peu pareil pour Interstellar, mais Interstellar, tu vois, il y a quand même un petit côté épique, un petit côté grandiose. Tandis que là, ce que j'aime bien dans ce genre de film comme Ad Astra, c'est qu'ils utilisent ce gigantesque espace pour rappeler à quel point t'es tout seul. Et je trouve que c'est une approche très intéressante et vraiment fascinante. D'ailleurs, dans le même genre, il y a aussi Les Enfants de la Mer, voilà, qui est
pareil, voilà, c'est une façon d'utiliser le gigantesque pour rappeler à quel point tu es tout petit, ce qui amène à une séquence un petit peu kubrickienne dans celui-là. Excellent film d'animation, allez le voir, c'est... Moi et Hermite, on l'a beaucoup aimé quand on est allé le voir, voilà. Bienvenue à Marwan, Robert Zemeckis, forcément, j'allais forcément vous conseiller un de ses films. Pas son meilleur, voilà, vous risquez de trouver le film un petit peu... cringe, j'aime pas ce mot parce que je trouve que c'est utilisé par beaucoup de cons, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté cringe par le fait que le personnage de Steve Carell, voilà, le personnage principal, il est un petit peu créateur de Sonic Shoe sur les bords, tu vois, mais pas au-delà du raisonnable, tu vois, ils assument le fait qu'il est un petit peu awkward sur les bords, voilà, qui peut être un petit peu inquiétant. Mais il amène quand même de façon à ce qu'on le soutienne, on ait envie qu'il gagne, on ait envie qu'il s'en sorte, voilà, donc voilà, c'est le seul truc que je vous préviens, sinon le film est excellent, il est amusant, il est créatif, l'utilisation de la performance capture, encore une fois, Robert Zemeckis fait une très très bonne démo, donc allez le voir juste pour soutenir Robert Zemeckis parce que réalisateur trop sous-estimé, franchement. Et pour finir, Alita, excellent, mais pas parfait. Hâte de voir la suite, par contre. Oh, et j'ai failli oublier Gemini Man. Très chouette film d'action à voir en HFR. Parce que je pense pas qu'il soit aussi bien en 30 FPS. Donc, mon top 10 personnel des meilleurs films 2019, selon moi. Oui, c'est répétitif, mais bon, vaut mieux le préciser au cas où. Numéro 10, Rocketman. Alors, c'est un petit peu marrant que je le mette en numéro 10 à la place du film de Tarantino, parce que je suis allé le voir avec Hermite, et Hermite, il était... Mais, par rapport au film, surtout par rapport aux prises de liberté sur la véritable histoire d'Elton John qui sont... un petit peu problématiques, voilà, genre par exemple les raisons pour lesquelles il s'appelle John, voilà, le film raconte une version qui planque une version beaucoup plus intéressante, on va dire. Et sinon, j'ai trouvé le film excellent, j'adore le concept de faire un biopic totalement fantasmé. Voilà, j'adore cette idée, je trouve ça beaucoup plus intéressant que de faire un biopic qui se veut tellement réaliste, etc. C'est pour ça que je l'ai mis au-dessus du Mans 66, parce que c'est une approche beaucoup plus constructive et surtout beaucoup plus intéressante, parce que du coup, tu rentres vraiment dans la psyché du personnage, tu le comprends encore mieux, tu illustres mieux ses émotions, et surtout, tu rends hommage à l'artiste. Voilà, le problème de certains biopics, c'est qu'ils oublient un petit peu l'artiste pour se concentrer sur le mec, ce qui est bien, mais la raison pour laquelle on va voir ces films, c'est justement pour l'artiste. Voilà, donc ils ont essayé de faire un compromis entre l'artiste, la personne qui est derrière, et ça amène des scènes vraiment bien menées. Il y en a beaucoup qui disent que c'est Bohemian Rhapsody en bien, j'ai toujours pas pris le temps de voir ce film, d'ailleurs je sais toujours pas si je dis bien le titre. Mais ce que je trouve intéressant par rapport avec cette comparaison, c'est que c'est un petit peu le meilleur réalisateur en fait. Parce que le mec qui fait Rocketman, il avait un petit peu remplacé Bryan Singer qui avait quitté le tournage du film sur Freddie Mercury, mais sinon voilà, j'ai pas grand chose à dire à part aller le voir, et le casting est très bien, la mise en scène est au top, créatif encore une fois, et même le côté gay, déjà c'est cool qu'il ait assumé pleinement, hein, parce que de ce que j'ai compris pour le film de Freddie Mercury, ils étaient tout timides, mais dans celui-là, non, là, scène de baise, t'as des moments où vraiment tu sens qu'il est amoureux d'un mec et que t'as limite envie de le voir s'envoyer en l'air avec lui, alors que... Voilà, je suis hétéro, pourquoi je veux voir ça. C'est pour vous dire à quel point ils sont attachants, des fois, les personnages. Après, niveau musique, ouais, faut être fan de Elton John, bien sûr. Voilà, c'est un truc que j'en avais discuté avec Mad Dog, c'est qu'il est pas intéressé de voir ce film parce que il aime pas les chansons d'Elton John, donc forcément, ça inspire pas, je me doute. C'est un petit peu pour les mêmes raisons que moi, je vais pas voir Le Chant du Loup, par exemple. Ou que je suis pas allé voir Yesterday parce que je suis pas fan des Beatles. Voilà, d'ailleurs... liste des films que j'ai pas vus, que vous demandez si je l'ai pas mis, voilà donc. Non, et puis du coup, ça veut dire que t'as une comédie musicale autobiographique. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est une première, donc rien que pour ça, ça mérite ma place pour moi. Numéro 9, J'ai perdu mon corps. Voilà, un film d'animation français réellement intéressant. Il faut soutenir le cinéma français, donc autant vous parler de J'ai perdu mon corps, parce que franchement, il est génial ce film. Film avec un concept un petit peu original, parce que grosso modo, tu suis l'histoire d'une main amputée. Voilà, c'est La Chose le film, quoi, si vous voulez. C'est le préquel de La Chose de la famille Adams. Je dis ça pour rigoler, mais la façon dont il l'amène, c'est... déjà, la façon dont la main essaye de survivre dans ce monde hostile qu'est le nôtre, alors que c'est juste une main, voilà, il essaye de se débattre contre les animaux, les pigeons, les rats, etc. Et t'as vraiment peur pour cette main. Cette main à la con, elle arrive à vraiment susciter de l'émotion, un petit peu comme La Chose, justement. Sauf que là, c'est pas amené pour la comédie, c'est vraiment...
t'as envie qu'elle survive, t'as peur pour elle, etc. Mais c'est aussi l'histoire du propriétaire de cette main qui fut perdue, justement. Voilà, l'histoire d'un jeune homme qui a une vie assez compliquée. Je vais pas vous expliquer trop l'histoire parce que déjà le concept, je trouve que c'est déjà trop. C'est beaucoup mieux de découvrir l'histoire, mais la façon dont la relation avec cette main amputée et son propriétaire, ça amène à une thématique assez intéressante sur le membre fantôme, tu vois, tu sais, ces personnes qui se font amputer d'un membre mais qui sentent toujours la douleur de ce membre même si ce membre n'est plus du tout là, voilà, ce truc très psychologique. C'est difficile d'expliquer pourquoi ce film est génial, mais que ce soit l'animation, la musique, putain, la musique est aussi excellente, l'histoire qui est principalement un drame, hein, je vous le préviens, c'est pas un truc fantastique, magique, ou etc. Il y a un élément fantastique, mais c'est pour soutenir une histoire dramatique un petit peu banal, pas vraiment, non, c'est pas un bon mot, non, oublie le mot banal, mais ce que je veux dire c'est que c'est une vie qui peut arriver à n'importe qui est illustrée d'une façon très forte à travers un élément fantastique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Le casting est bien, l'animation est au top, voilà, c'est stylisé, pas trop détaillé comme un Disney, mais suffisamment pour respecter le travail qui a été mis dedans, et puis je crois que c'est de la 2D, voilà, donc il y en a pas toujours des films 2D, surtout de nos jours, donc voilà. Que ce soit ça ou le fait que c'est tout simplement un bon film français, faut soutenir, voilà. Vous en avez marre du cinéma français qui est tout pourri, allez voir ce genre de film au lieu de vous plaindre des derniers Christian Clavier, voilà. Numéro 8, Us, voilà, Jordan Peele, évidemment, voilà, qui j'ai longtemps hésité à dire que je préfère à Get Out, mais finalement, ouais, je préfère Us à Get Out, mais là je pense que c'est encore une fois une question de goût, quoi. Je préfère Us parce qu'il est beaucoup plus stylisé, il a un concept beaucoup plus pas novateur, disons plus ambitieux et beaucoup plus fascinant. Voilà, c'est cette idée de se voir s'affronter soi-même, ces espèces de clones de nous-mêmes en version diabolique. Dans le fond, on s'en fout un peu de pourquoi les clones existent, voilà, c'est ce qui ça apporte par rapport à la psychologie, au développement de personnages, au niveau de la tension, voilà, de comment combattre une personne qui sait comment tu penses, voilà. Et bien sûr, la maîtrise de Jordan Peele du genre du cinéma d'horreur et même de l'humour, voilà, parce que comme Get Out, faut pas oublier, le mec c'était un comique, quoi, à la base, et il arrive à bien mêler l'humour avec le côté horrifique, quoi. L'humour n'est pas utilisé comme Marvel pour ridiculiser une situation, non, c'est utilisé pour rendre les personnages encore plus attachants, montrer que le personnage qui essaye d'être un badass, c'est pas vraiment un badass, voilà, c'est juste un père de famille normal, etc. Et puis aussi la scène finale, quoi, le combat final entre j'ai oublié le nom, Lupita, je sais plus, je suis nul pour retenir les noms, voilà, malheureusement, et la mère qui combat son clone, voilà, ça amène une superbe séquence de combat dense. J'adore ce genre de scène, voilà, j'adore ce genre de mise en scène vraiment stylisée mais en même temps brutale. Franchement, Jordan Peele, c'est un des meilleurs réalisateurs actuels. Faudrait que je prenne le temps de voir sa 4ème dimension. Voilà, il a fait un reboot de la 4ème dimension, j'ai hâte de voir ce qu'il en a fait. Le seul truc, c'est que la 4ème dimension, c'est un petit peu comme les films Netflix. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre Irishman dans les films que vous allez sûrement vous demander pourquoi je l'ai pas mis dans la liste. Irishman, je l'ai pas vu pour un truc tout con, il est sur Netflix. Du coup, mon cerveau me dit, ah bah je peux le voir quand je veux. Faut que je bosse. Ouais, je le verrai une autre fois, ouais. Et à force, voilà, c'est pas comme au cinéma où là, non, il est là, tel jour, telle heure, voilà, donc je m'organise, je me force, quoi. Le cinéma, c'est pratique parce que ça me force à y aller et à le voir. Tandis que Netflix, c'est genre, ouais, t'es là, bah, reste là, j'arrive. Bref, Us et Jordan Peele en général, regardez ces sketchs YouTube, hein, il y en a vraiment des excellents. J'aime beaucoup le sketch de l'invasion alien, voilà, celui-là il est très drôle. Numéro 7, Probare. Alors, si vous en avez pas entendu parler, c'est un film d'animation fait par le studio Trigger, ceux qui ont fait Kill la Kill et Gurren Lagann. Oui, c'est Herbit qui m'a amené à aller le voir parce que, bien entendu, comme il est fan du studio Trigger, il était très sur le projet. Et putain que ce film est fun. C'est probablement le film le plus fun de l'année. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas mis Avengers Endgame ou un autre blockbuster. De toute façon, niveau blockbuster, j'ai l'impression qu'on a pas eu grand chose d'intéressant, quoi. C'est vraiment dans les films plus posés, moins spectaculaires, qu'on a vraiment eu des trucs intéressants. Mais voilà, niveau blockbuster, le truc le plus fun, c'était Probare de loin. Parce que c'est tellement généreux, ça a tellement des idées qui sont débiles à la base, parce que c'est quand même des super pompiers, les mecs. Voilà, c'est une histoire de super pompiers contre des mutants pyromanes. Voilà, c'est purement japonais. C'est purement japonais comme concept, mais ils le font jusqu'au bout, ils le font à fond.
fond. Putain, quand on me dit, ouais, Transformers c'est bien parce que c'est du fun pour du fun, mais va te faire foutre. Regarde Pro-Barré, ça fait passer Michael Bay pour une pucelle. Aucune scène ne se ressemble aux unes aux autres, elles ont toutes un style spécifique et elles sont toutes généreuses, elles t'envoient 4000 couleurs dans les yeux, c'est dingue. Et le pire, c'est que ça reste cohérent avec l'univers, ça reste cohérent avec l'histoire, c'est la maîtrise, c'est tout simplement la maîtrise. Et justement, Pro-Barré, c'est la maîtrise du fun pour le fun. Va te faire foutre Michael Bay, allez voir Pro-Barré et le reste des créations du studio Trigger. Je suis pas trop fan de Gurren Lagann, mais Kill la Kill, je vous le conseille. Numéro 6, Midsommar. Oui, vous vous souvenez de la fois où je disais que j'étais pas fan de films d'horreur? Je crois que ça a évolué depuis. En fait, depuis le temps, j'ai compris, je suis pas fan de slasher. Mais sinon, l'horreur en général, il y a beaucoup de films que j'aime beaucoup dans l'horreur. Et ces temps-ci, on a eu pas mal de bons films d'horreur. Faut dire, ces temps-ci, on est vraiment dans une sorte de nouvel âge d'or du cinéma d'horreur. Parce qu'on a beaucoup d'excellents réalisateurs qui se sont révélés. Genre Jordan Peele, j'ai oublié le nom de celui-là. Ari Aster, je crois que c'est ça. Ouais, voilà, celui qui a fait Hérédité. On a beaucoup d'excellents films d'horreur ces temps-ci. Et franchement, ça fait plaisir à voir. Et Midsommar, justement, c'est un excellent film d'horreur. C'est limite... C'est tellement un bon film d'horreur qui se la pète un petit peu. Genre, je suis un maître de l'horreur, bah tu vas voir que je suis tellement un maître que je vais réussir à te foutre les pétoches alors qu'il fait jour tout le long. Et ça marche, voilà. Hérédité était beaucoup plus effrayant et beaucoup plus prenant au trip, mais... excellent quand même, hein. Voilà, c'est pas parce que c'est moins bien que Hérédité que c'est mauvais, hein, je te rassure, mec. Non mais ouais, il y a toujours ce côté très dur, très drame psychologique. T'es à fond dans le deuil de cette nana qui se sent un petit peu rabaissée partout, par son mec, par le fait de servir un petit peu à rien, qui essaye de se retrouver, tandis que son mec, il essaye de tout simplement se débarrasser d'elle, et qu'ils arrivent dans ce village où... grosso modo, c'est un petit peu un gros épisode de la 4ème dimension. C'est pour ça que je l'aime bien ce film, parce que grosso modo, il se retrouve dans une société pas exactement, mais presque matriarcale en fait. Parce que grosso modo, ce qui arrive aux victimes de ce film, c'est une grosse exagération de ce qui arrive aux femmes dans la société actuelle, genre le slut shaming, le fait de vraiment rabaisser au point que la personne se sente comme une merde, etc. C'est ce qui, d'un côté, tu trouves ça horrible parce que t'es à fond dans certains personnages et tu te dis putain, c'est hard pour lui, j'aimerais bien qu'il s'en sorte, mais en même temps, il est un peu mérité sur les bords. Voilà, c'est ça qui est sympa avec les films d'horreur, c'est que t'hésites toujours à te dire est-ce qu'il a mérité de mourir pour ça ou voilà, c'est un petit peu exagéré, mais en même temps c'est un film, donc tant qu'à faire, faites-le payer. Surtout que voilà, l'héroïne principale dans cette histoire, elle finit par grandir, voilà, par enfin s'épanouir à travers cette expérience qui est horrible pour les autres. Du coup, moralement, je trouve ça intéressant. Clairement, il y a un petit côté féministe, mais très bien mené. Voilà, c'est genre un film d'horreur pour les masculinistes. C'est genre, voilà ce que vous pensez que vous allez subir si les féministes dirigent le monde, mais... Ouais, donc en gros, c'est le remake de Wicker Man avec Nicolas Cage, mais en bien. Il y a même un mec qui se déguise en ours, pour dire. Non, et puis la mise en scène, voilà, il y a vraiment des plans de transition. Il y a un plan de transition de l'appartement du mec à l'avion qui... vous comprendrez quand vous verrez le film qui... Waouh, voilà, c'est genre... non seulement elle marche énormément en termes d'émotion, la transition, elle est clean, voilà, t'as vraiment l'impression... c'est probablement un seul décor, bien sûr, c'est le trucage. Mais aussi, ça casse rien, quoi. C'est vraiment une bonne transition qui te met encore plus dans la tête de la nana, quoi. Bref, Ari Aster, très bon. Hâte de voir ce que tu vas faire après. Numéro 5, Dr. Sleep. Alors, encore un maître du cinéma d'horreur moderne. Voilà, des cinémas, il y en a beaucoup qui sont dans cette liste. J'ai oublié son nom, par contre. Je reviens. Parce que j'ai un de ces films juste là. Ah, te voilà. Le réalisateur, c'est... Mike Flanagan, un autre excellent réalisateur de films d'horreur. D'ailleurs, je vous conseille celui-là. Voilà, The Mirror. C'est l'histoire d'un miroir hanté. Ça a l'air con dit comme ça, mais en fait c'est super bien mené. Voilà, c'est un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu ces dernières années. Et aussi, si ça intéresse les fans de Doctor Who, Amy Pond. Cadeau. Et ouais, Mike Flanagan qui... vraiment, j'ai l'impression qu'il a sauvé le projet à lui tout seul. Parce que Dr. Sleep, quand il pense, c'est un concept complètement con. Ok, déjà, on fait une suite à Shining. Déjà là, ça part mal. Tu fais la suite d'un film de Kubrick quand même, hein, c'est
pas le petit risque, hein. Mais en plus, c'est d'après un bouquin de Stephen King qui a gagné en puissance en tant que producteur, voilà, qui essaye un petit peu de faire son Dark Tower cinématique univers, j'ai l'impression, voilà, avec tous les films qui sortent ces temps-ci et sa tentative ratée de se faire un film Dark Tower. Stephen King qui avait un petit peu sa bataille d'ego par rapport à l'adaptation de Kubrick qu'il avait détesté, et du coup, comme il dirige ce projet, tu te dis, ouais, ça part mal, surtout qu'en plus, Stephen King, il a beaucoup diminué en termes d'écriture, il fait... il y a beaucoup de ces histoires qui sont connes, et justement quand tu regardes sur le papier le concept de Dr. Sleep, c'est complètement con, genre Danny, le petit gamin de Shining qui est devenu adulte, ok, jusque là tout va bien, qui va combattre une horde de démons qui se nourrissent de personnes qui ont le Shining. Ok. On dirait un de ces scénarios parodies que je faisais à l'époque de Florian Damas. Putain, ça remonte à loin, ça va parler à personne, Florian Damas. Mais voilà, il y a bien longtemps, à mes débuts, j'avais créé le personnage de Florian Damas pour faire une parodie de scénariste parce que j'entendais des bruits de couloir de comment allait devenir The Dark Knight 3 ou des trucs comme ça. Et du coup, j'imaginais des scénarios volontairement mauvais. Donc du coup, Dr. Sleep sur le papier, t'as presque l'impression que c'est un truc de Florian Damas. Mais non, c'est par le Stephen King, voilà, auteur célébré qui a fait le bouquin Shining d'origine. Mais, parce qu'il y a Mike Flanagan à la réalisation, le mec qui a réussi à faire un bon préquel de cette dope de Ouija le film, oui, sérieusement, je vous conseille Ouija les origines, il est pas si mal que ça, et vraiment, il a réussi à faire de ce concept un petit peu débile, un film vraiment fun, un film vraiment prenant, un film créatif avec d'énormément d'idées, une vraie maîtrise de l'univers de Shining, que ce soit celui de Kubrick ou celui de Stephen King. Voilà, il a réussi à faire un bon mélange des deux sans que ce soit incohérent. Voilà, les mecs qui ont fait Star Wars 9 devraient prendre exemple. Même l'utilisation de références à Shining, voilà, je trouve qu'il y a vraiment cette intelligence à la Ready Player One, genre on fait une référence pour dire quelque chose, genre le célèbre plan de Danny qui regarde par le trou de la porte qu'avait fait Jack Nicholson dans Shining. Quand tu suis le film, tu te rends compte que ah oui, il a peur de finir comme Jack. Voilà, c'est cette utilisation pertinente de référence qui marche très bien. Même les fantômes, voilà, parce qu'il y a les fantômes de l'hôtel qui interviennent plusieurs fois, mais apparemment ils avaient le décor avec eux. Genre la vieille toute creepy dans la baignoire, apparemment elle avait de la baignoire avec elle, ou alors toutes les baignoires du pays ressemblent exactement à la même baignoire, je sais pas. Mais je trouve que c'était intéressant, genre une façon d'illustrer un truc purement spirituel. C'est genre, c'est pas vraiment la même baignoire, c'est juste comme ça que les mecs qui ont le Shining visualisent cet esprit, quoi. C'est pas juste un zombie à poil, non, c'est aussi le décor, la baignoire, etc., quoi. Et l'utilisation du Shining, voilà, il y a beaucoup de super idées. Moi, il y avait vraiment des moments où j'avais le rire diabolique, quoi. C'est ce que j'aime dans certains films d'horreur, c'est quand il se passe des trucs où tu es presque ravi que ça arrive mal pour certains personnages. Bon, personnage en question, c'est une méchance, mais quand même. Et t'as vraiment ces moments où tu as un rire diabolique. Et ça rend le film encore plus fun. Sans parler des acteurs qui sont vraiment excellents. Et Ewan McGregor, il a plus besoin de prouver son talent, mais là, il le prouve encore une fois. Le seul truc, c'est que c'est peut-être un petit peu présomptueux de dire qu'il est meilleur que Shining, mais personnellement, je l'ai plus apprécié, mais ça, c'est juste mes goûts personnels. En soi, le film de Kubrick, il est toujours excellent, mais voilà quoi, personnellement, je me suis beaucoup plus amusé avec Dr. Sleep. Voilà. Pourtant, je m'attendais pas à l'apprécier autant, Dr. Sleep. Voilà, je le sentais un petit peu mal, même en sachant que c'était Mike Flanagan. Mike Flanagan, ça rassure, mais en même temps, tu te dis... il peut toujours se louper un jour à force de faire des commandes, mais non, franchement, là pour un film qui ressemble à une commande, il a fait un excellent boulot. Allez le voir, et allez voir les autres films de Mike Flanagan parce que c'est vraiment un des meilleurs réalisateurs. Numéro 4, Klaus. Alors, je sais, je disais tout à l'heure, les films Netflix, comme c'est là, je prends pas le temps de le voir. Celui-là, c'est un film de Noël, donc forcément... t'as la parfaite date pour regarder le film, quoi. Bah du coup, moi et Hermite, on en a profité pour regarder ce film dont tout le monde parlait, et... ouais, excellent. J'adore le style d'animation qui mélange la 2D, la 3D, de la vraie 2D en plus, voilà, on l'a vu les making-of et tout, c'est vraiment, ils ont fait de la 2D et ils ont mis une texture 3D après pour donner cette impression avec les ombres et tout, c'est
vraiment magnifique. Honnêtement, ce film devrait être aux Oscars des meilleurs films d'animation, je crois qu'il y est pas, malheureusement, mais franchement, il mérite d'y être. Et bien voilà, en tant que film pour enfants, le concept est excellent, voilà, les origines secrètes un petit peu rigolotes du Père Noël, voilà, que y a un facteur qui se retrouve dans un village tout pourri et tout, voilà, c'est très enfantin comme concept, et c'est justement ce qui fait son charme. Au bout d'un moment, un film pour enfants, faut qu'il assume d'être pour enfants, et justement, celui-là, il assume de la bonne façon. Il essaye pas de faire comme un DreamWorks à l'ancienne, où on rajoute de l'humour un petit peu adulte pour rassurer un petit peu les parents. Non, là, on assume le charme, on offre des belles séquences, on offre des personnages réellement attachants, on offre une mythologie assez intéressante, franchement. L'idée des origines du Père Noël, c'est un truc coup-ci coup-ça, mais honnêtement, je trouve que c'est une des meilleures histoires sur les origines du Père Noël que j'ai vu. L'humour fonctionne, les designs sont vraiment chouettes, encore une fois, l'animation est top, et les moments d'émotion, bah... Voilà quoi, t'as de belles chansons, t'as de belles musiques, t'as des moments un petit peu sincères. Il y a juste un presque cliché du menteur révélé qui m'a un petit peu fait chier à moi et vite à certains moments, mais ça va pas trop loin. Voilà, ça arrive à esquiver le truc et du coup tu le pardonnes quoi. Alors, par contre, on n'était pas prêt pour la fin. Voilà, on n'était pas du tout prêt pour qu'il aille dans cette direction. Genre, oh non, va pas aussi loin, film. Oh non, bon. Je dis pas ça en mal, hein. Non, c'est très bien qu'il aille jusque là, quoi. Ça montre qu'il prend son spectateur au sérieux, mais émotionnellement, on n'était pas prêt, quoi. Non, franchement, Klaus, très bon film de Noël. Une grande chance que ça devienne une des traditions, un de ces films que je regarde traditionnellement pour Noël pour les prochaines années, parce que franchement, il est génial ce film. Allez le voir. Même si c'est pas Noël, allez le voir. Numéro 3, à couteau tiré. Ouais, parce que pendant que J.J. Abrams se viande avec son après Star Wars, Rian Johnson, lui, il brille avec son après Star Wars. Hein. Et il est genre, ok, y a beaucoup de personnes qui m'ont insulté pour avoir fait Star Wars 8. Je vais me venger de la meilleure façon possible. Je vais faire un film qui tue, où je vais me foutre de la gueule de ces connards qui m'ont fait chier par rapport à Star Wars 8. Bon, c'est pas juste ça, hein, c'est aussi un très bon polar à la Agatha Christie, hein, à la Hercule Poirot, un mélange un petit peu de tout, quoi, du Cluedo, peut-être même un petit peu du Columbo, parce qu'il y a un moment où Daniel Craig il est déguisé en Columbo, c'est assez rigolo. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il fait avec ce genre-là, ce qu'il avait fait avec Star Wars 8. Genre, il te l'amène de façon classique, puis il te fait un truc qui le casse complètement, il l'amène dans un nouvel angle fascinant, vraiment un angle vraiment intéressant, pour qu'ensuite, discrètement, on revienne à la pureté du concept d'origine, quoi, voilà, du genre, pour qu'à la fin, on arrive à l'essence même de ce qui fait que pourquoi on aime les histoires d'Agatha Christie. Pourquoi on aime ce genre d'enquête où on est dans une riche famille qui s'entretue, etc. Parce que dans le fond, on veut que ces connards de conservateurs capitalistes s'entretuent, se ridiculisent et est-ce qu'ils méritent. Ça, plus le fait que, putain, niveau casting, il s'est fait plaisir, voilà, déjà Daniel Craig, mais aussi Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Chris Evans. Chris Evans, probablement le personnage le plus fun, voilà, le genre de connard que t'aimes détester et aimer en même temps. Mais aussi le vrai personnage principal, voilà, je vais pas vous révéler ça parce que c'est mieux de découvrir le film, mais le personnage principal, le vrai, pas Daniel Craig, c'est un petit peu le piège, voilà, rien que ça c'est un twist. Mais le vrai personnage principal est vraiment attachant, t'es vraiment tu veux vraiment la voir obtenir justice, obtenir une fin heureuse, mais en même temps tu vois qu'il y a des compromis, tu vois qu'il y a des difficultés à obtenir. En fait, je crois que je devrais arrêter là. Je devrais pas parler plus longtemps de ce film parce que c'est mieux de le découvrir. C'est un petit peu comme le dernier peuple à la fin du monde. Voilà, vous voyez, il y a certains trucs qui se passent en première moitié de film qui est beaucoup mieux quand tu le découvres. Numéro 2, Toy Story 4. Alors, apparemment, il y en a pas beaucoup qui ont aimé le film. Je comprends pas pourquoi. Il est bien Toy Story 4. Je veux dire, regarde-le, il est mignon, il est gentil, voilà. Pourquoi il y a des gens qui détestent Toy Story 4, quoi? Parce que c'est la suite de Toy Story 3 qui était une fin parfaite? Bah, ouais, désolé de vous le dire, les gens, mais c'est la vie. Voilà, t'as des moments où tu penses que c'est le climax, le final de ton histoire, mais non, il se passe encore des trucs qui sont tout aussi intéressants, voilà, peut-être moins intenses émotionnellement, mais qui sont quand même importantes à raconter. Certes, c'est peut-être pas aussi prenant émotionnellement que Toy Story 3, quoi, on n'a pas de scène où le héros se retrouve en enfer, voilà, disons-le directement, c'était l'enfer cet endroit. Mais putain,
j'ai rigolé et pleuré avec ce film, quoi. Au bout d'un moment, les personnages sont ultra touchants, l'histoire a toujours, voilà, il trouve toujours de bonnes histoires à raconter, de bonnes thématiques à exploiter, voilà, il sait toujours où se concentrer dans son concept, quoi. Que ce soit le personnage de Fourchette, voilà, ce jouet qui a été créé de toutes pièces et qui se découvre une vie, qui doit maintenant assumer d'être un jouet, ou l'histoire de cette poupée qui n'a jamais fonctionné correctement et qui rêve que d'avoir une vie avec un enfant, voilà, il y a toujours d'excellents concepts, et puis surtout Woody, quoi. Ce qu'ils font émotionnellement avec Woody, ça te touche au cœur. Alors oui, il est pas parfait le film, oui, il n'y a pas de climax aussi créatif et intense que dans les autres films Toy Story, bien sûr, oui, moi ça m'a pas gêné du tout parce que l'histoire était évidemment satisfaisante en soi. Et oui, tu peux te plaindre un petit peu du fait que Buzz il était pas exploité à son maximum, ouais, mais il est mignon, il est bien. Est-ce que vous avez dit que cette liste était super objective? Non, et puis voilà, j'ai beaucoup de respect pour les films qui arrivent à me faire hurler de rire et me faire pleurer. Bah celui-là, il arrive à faire les deux, donc voilà quoi. Pixar, encore une fois, bon boulot. Dommage que vous arrêtiez là niveau suite, parce que j'aurais bien aimé avoir un Indestructible 3, mais bon, là c'est la vie. Et enfin, numéro 1, Parasite. Ouais, je sais, c'est très surprenant de ma part, mais ouais, film coréen, drame social, etc. Voilà, c'est très surprenant de ma part, qui a toujours été très geek culture et tout, mais c'est un petit peu comme si ma vie, ça s'arrêtait pas au sujet que je traite dans mes vidéos. C'est un petit peu comme si j'aimais d'autres films que les trucs de super-héros, de SF ou d'aventure. Je veux dire, c'est un petit peu comme si j'avais une vie en dehors de mes vidéos. C'est un petit peu comme si, quand j'étais adolescent, j'avais un voisin qui était très dans le cinéma asiatique, qui aimait bien nous passer quelques DVD de films asiatiques, notamment Memories of Murder, voilà, de Bong Joon-ho. Film que j'avais tellement surkiffé à l'époque que je me suis intéressé à ce réalisateur et que du coup, je me suis intéressé aux films qu'il a fait après, comme The Host ou Snowpiercer, et que dans la période où tout le monde célèbre le réalisateur avec Okja et maintenant Parasite, que j'en ai profité pour voir des films que je n'avais pas eu le temps de voir comme Okja et The Host, mais aussi des films qui n'ont pas été très distribués de ce que j'ai vu, comme Mother. Franchement, je vous conseille Mother, c'est aussi un très bon film de Bong Joon-ho, vraiment. C'est l'histoire d'une mère qui essaye d'innocenter son fils autiste accusé de meurtre, voilà. Donc ouais, forcément, Parasite, un film qui avait une com volontairement cachetière, voilà, qui a fait en sorte de le moins révéler possible, voilà, un petit peu. Encore une fois, Dernier peuple à la fin du monde, voilà, c'est le genre de truc qui change complètement le film et qu'il faut pas vous révéler du tout. Et moi, je m'en foutais parce que Bong Joon-ho, j'y suis allé à l'aveugle, voilà, dès que les potes m'ont proposé d'aller voir Parasite, bah j'ai pas hésité, voilà, allons le voir. Parce que Bong Joon-ho, le mec, il pourrait faire une adaptation de Paf le chien, j'irai le voir quand même. Et ouais, j'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai eu peur pour les personnages. Ouh, c'est un spoiler de dire que j'ai eu peur pour les personnages. Le message social était très pertinent, voilà, très intéressant, très fascinant, très absurde, voilà, c'est limite satire, mais approprié, voilà, ça va avec le style du réalisateur qui a toujours un petit peu ce côté satirique dans ses films. La mise en scène est superbe, elle arrive à être douloureuse et féerique quelquefois, voilà, c'est bizarre. C'est mon réalisateur coréen préféré, et donc voilà, forcément, Parasite, mon film préféré de l'année 2019. Que dire de plus? Par contre, j'ai pas encore vu la VF, désolé Mr. Fox, mais je suis sûr qu'elle est très bien, mais pour ce qui est le doublage dans les films asiatiques live, c'est toujours un petit peu compliqué. Peut-être que je ferai l'effort, mais voilà quoi. Donc voilà pour ma liste des films que j'ai adorés dans l'année 2019. J'espère que vous l'avez trouvé intéressante, que ça, les petites anecdotes pas très profondes vous auront amusé. Je vais enchaîner sur la liste des pires films, voilà, les flops 2019. Ce sera pour une prochaine vidéo. En attendant, à bientôt sur Farewell.